Ah! 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 Hello! Il devrait se tenir tranquille un Ay, petit moment. doit fermer sa gueule. Aujourd'hui, après Jason Voorhees, on va vous parler d'un autre gros débile, Leatherface. Ouais. Alors, après avoir réalisé et coécrit en 1970 avec son ami Kim Henkel un obscur film de hippie, Eggshells, le Texan Toby Hooper décide de coécrire, toujours avec son pote Kim Henkel, et réaliser un film d'horreur pas comme les autres. Ce petit film indépendant au budget dérisoire, estimé à environ quelques 150 000 $, va marquer pour toujours le cinéma. J'ai nommé The Texas Chainsaw Massacre. Oui, Chainsaw en deux mots. Pourquoi? Simplement une faute d'orthographe. Ah bon? Le film s'ouvre sur des images macabres prises dans un cimetière et montrant des cadavres mis dans des positions artistiques. Puis nous suivons 5 jeunes gens, la jolie Sally Hardesty, son insupportable frère Franklin, Jerry, Pam et Kirk, en plein road trip à travers le Texas pour se rendre à l'ancienne demeure de la famille de Sally et Franklin. Quand le van passe près d'un abattoir, Franklin discute du fait que leur famille a un passé de boucher. Et puis là, le groupe prend en stop un bien étrange personnage. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec lui, hein? Il rend mal à l'aise. Alors le passager leur dit qu'il sort justement de l'un des abattoirs qu'ils viennent juste de dépasser. Il dit fièrement que sa famille a toujours été dans la viande. Franklin et lui se mettent à discuter du bon vieux temps où on abattait le bétail avec ça. Franklin se nettoie les ongles avec un canif, quand soudain, l'autostoppeur lui arrache carrément le canif des mains et là, il commence à s'entailler profondément la paume de sa main gauche tout en riant comme un dément, sous le regard horrifié des voyageurs. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a ici. Mais surtout, Moi, surtout Franklin, il est comme... Nous autres, au Mais contraire, calme-toi. on commençait à trouver l'étranger intéressant. Ben tu sais. oui. Il prend ensuite l'appareil Polaroid qu'il porte à son cou. Et là, il prend une photo de Franklin. Il invite le groupe à dîner chez lui et sa famille pour qu'ils puissent goûter au fameux fromage de tête préparé par son frère. Hein? Embarrassé, le groupe refuse poliment. Alors le mec leur montre le cliché qu'il a pris de Franklin et il essaye de le lui vendre pour 2 $. Encore une fois, le groupe refuse. Un peu vexé, le gars, il fait quelque chose de bizarre. Il brûle la photo de Franklin. Ça provoque une panique générale à bord du van. Qu'est-ce que tu veux?
Alors, profitant de ce moment de chaos, l'autostoppeur, il agrippe la main de Franklin et là, il lui taillade méchamment l'avant-bras avec son rasoir quintoué. Jerry stoppe le véhicule et le groupe pousse l'étranger hors du véhicule. Non, mais quel manque de savoir-vivre. Oui. Il fait tout ce qu'il peut pour les distraire, mais non, ça marche Pas pas. assez. Le groupe s'arrête ensuite à une station-service qui, en plus de vendre de l'essence, vend aussi de la viande cuite sur place, sur le barbecue. Là, il y a un vieux bonhomme grincheux, hein? Il s'approche de leur véhicule. Il est suivi de son employé qui commence à laver le pare-brise. Mhm. Jerry demande le plein d'essence, mais le vieux bonhomme leur informe que ses cuves sont vides. Franklin demande alors au bonhomme s'il saurait comment se rendre à la vieille demeure de sa famille. Le vieux leur dit qu'il ne devrait pas se rendre sur des propriétés privées parce que les habitants du coin sont hostiles et qu'ils n'aiment pas ça du tout. Mhm. On peut pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Oui. Hein? Bon. Alors que le groupe reprend la route, Franklin continue de se nettoyer les ongles avec son canif. Sally emprunte le canif de Franklin et tranche son saucisson avec. Fait Le que même couteau sang, dont le les cinglé s'est ongles. servi pour s'ouvrir la main. Oui. On le remarque pas tout de suite, mais maintenant, ils sont comme frères de sang avec le cinglé. Ah ah. Ah ah. Alors le groupe se rend quand même dans la maison abandonnée. Le groupe entre à l'intérieur de la baraque, laissant Franklin tout seul dehors. Alors Franklin a bien du mal à avancer avec son fauteuil roulant et il commence à s'énerver. C'est alors qu'il pète les plombs dans l'une des scènes les plus ridicules et les plus irritantes que j'ai vues dans ma vie. Pam et Kirk sortent pour se baigner dans le lac. Ils aperçoivent une autre vieille maison alimentée par une génératrice fonctionnant à l'essence. Ben Kirk, il veut juste leur demander un peu d'essence pour leur véhicule. En allant frapper à la porte de la maison, ils s'aperçoivent que la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Ça veut dire entrez, bienvenue. Ben ouais, il l'ouvre quand même prudemment. Hein? Il entend comme le cri d'un porc. Il prend le risque d'entrer dans la maison. Puis c'est là, qu'il fait la rencontre d'un gros bonhomme masqué, hein? À peu près comme ça. Vêtu d'un tablier de boucher et armé d'un maillet, avec lequel il frappe violemment le crâne de Kirk. Puis il est comme... Pam s'impatiente, hein? Parce que Kirk ne revient pas. Et elle décide de s'approcher à son tour de la demeure. La caméra suivant son cul dans son court short. Oui. C'est de toute beauté ce plan. Je parle du plan. Alors, Pam appelle Kirk, mais n'obtient évidemment aucune réponse. Ben rentre dans la maison, Mais c'est ce les qu'elle portes fait. sont ouvertes. C'est ce qu'elle fait. Ah, Et c'est elle ça. tombe dans une pièce, elle tombe littéralement, elle tombe à genoux, à quatre pattes, dans une pièce décorée de milliers d'ossements d'origine animale, d'origine aussi humaine. Alors Pam est aux prises avec de violentes nausées. Encore une fois, on se demande qu'est-ce qui se passe avec elle, mais qu'est-ce que- C'est une pétasse. il y en a qui apprécieront jamais l'art, même s'ils ont le nez dedans. Hein? Alors elle sort de la pièce, mais elle se retrouve face à face avec le colosse masqué. Il s'empare de Pam, qui finit suspendu à un gros crochet à viande qui lui transperce le dos. Ah, c'est tellement réalistique, j'adore. Alors le colosse démarre sa tronçonneuse et il entreprend de découper Kirk devant sa petite amie impuissante et agonisante. Alors Jerry trouve à son tour la maison voisine et lui aussi, il entend de curieux sons provenant de l'intérieur de la maison. Lequel? Ben, non. Non. Cette fois, les sons s'apparentent à des plaintes d'un très jeune enfant. Je pense que c'est Leatherface qui fait plusieurs voix. C'est un Alors, psycho. à peine. Un psycho killer. Alors, Qu'est-ce évidemment, que Jerry croit que Pam et Kirk
lui font une blague, évidemment, et il entre à son tour dans la maison. Il ne voit personne, mais il entend des bruits provenant du congélateur. Alors il ouvre le congélateur et il voit Pam à moitié congelée, qui dans un dernier spasme s'assoit en agitant les bras. C'est alors que le colosse fracasse le crâne de Jerry avec son maillet. Leatherface comprend rien à ce qui se passe. C'est qui tous ces gens qui entrent dans sa maison? Ah oui. Il sait pas quoi faire, mais on voit bien qu'il panique. Comment ça fait pour le dire? Je vais aller m'en occuper. Ok, vas-y. Ouais. Désolé, un petit problème technique. Il faut un peu... Comprenez? Just a second. Ah, c'est bon. Je pense qu'il a réglé le problème. Ça y est, C'est bon. on devrait être bon pour un Ok. bout. Merci, Pourquoi tu merci. veux pas le mettre au four tout de suite? Non, Ça, pas c'est- encore. Il faut que c'est quand même frais. Ah ouais, Je mais- parle, c'est comme le sushi. Est-ce que tu vas manger sushi qui est pas frais? Hey, come on. Alors Sally et Franklin attendent Jerry qui ne revient pas. Sally veut aller à la recherche de Jerry, mais sans prévenir, alors qu'elle pousse Franklin du mieux qu'elle peut. Le colosse au masque de cuir se manifeste et rend un inestimable service à Sally et du même coup à nous. Parce qu'on est Puis plus- nous, on fait... on est plus Wouh! capable. En tronçonnant enfin la tronche de Frankie. Alors Sally court dans les bois poursuivie par le tronçonneur pendant une interminable scène. C'est vraiment, vraiment long. Ah oui. Sally arrive enfin à la maison voisine et découvre une pièce où semble être assis un couple de très vieilles personnes. En fait, ce sont deux cadavres momifiés. Sally quitte la pièce et se retrouve à nouveau devant le tueur à la tronçonneuse. Sans perdre de temps, elle se jette au travers de la fenêtre et la poursuite reprend pour une autre heure à peu près. Quand Sally arrive enfin à la station-service, le bonhomme qu'on a vu au début du film l'accueille et la fait s'asseoir. Ensuite, il sort en disant qu'il va chercher son camion. Mais quand il revient la chercher, il tient un sac en jute et il s'apprête à le lui mettre sur la tête. Sally essaie de se débattre, mais le vieux Chris là-bas à coups de balai. Il lui attache les mains dans le dos et l'amène dans la maison du tueur, où se trouve l'autostoppeur du début. What the fuck is going on? Le bonhomme commence à ruer de coups l'autostoppeur en disant qu'il lui a dit de ne pas s'approcher du cimetière. Et là, on comprend que celui qui a foutu le bordel dans le cimetière, c'était l'autostoppeur. Il revenait pas de l'abattoir, il revenait du cimetière. Ce personnage, simplement crédité dans ce film comme l'autostoppeur, on apprendra plus tard dans la franchise que son nom est Nobbins. C'est pas clair si le bonhomme, celui qui est plus vieux, est le père de la famille. C'est ce que moi j'ai pensé Oui, moi quand j'ai aussi. vu le film. Mais non, apparemment, ils sont tous frères. Mais on découvrira ça plus tard Ok. dans le 2. Mais il représente clairement l'autorité et il tient donc le rôle de patriarche. Dans la suite, on apprendra que son nom à lui, au plus vieux, c'est Drayton. Drayton engueule le gros, surnommé Leatherface, mais dont le nom est Boba. Il lui demande où sont tout le monde et s'il est bien sûr qu'il n'a pas laissé s'échapper personne d'autre que Sally. Alors, Boba, qui ne parle pas, mais qui gémit comme un enfant effrayé, lui fait comprendre que non, mais le bonhomme le corrige quand même parce qu'il a bousillé la porte d'entrée. Et là, on comprend que Leatherface est victime de mauvais traitements. Et ma foi, on le trouve presque sympathique. Hein? Oui, oui, En tout cas, oui. nous autres, on le Oui. trouve sympathique. Mais oui. Ensuite, le bonhomme dit aux deux jeunes de monter à l'étage pour aller chercher Papy. On réalise à cet instant que l'une des deux momies qu'on a vues à l'étage est encore un peu en vie. C'est le temps de donner à Papy son petit apéritif, n'est-ce pas? Leatherface coupe le bout du doigt de Sally et le met à la bouche du mort-vivant qui se met à le sucer. Il suce bien.
Oui, C'en est trop pour la pauvre fille qui s'évanouit. oui. Alors quand elle revient à elle, elle est attablée avec le reste de la famille, ligotée à une chaise. Cette scène culte du repas familial est l'une des scènes les plus bizarres et les plus dérangeantes du cinéma, carrément. C'est tellement réalistique. L'atmosphère de pure démence. Les membres de cette famille qui rient comme des cinglés. Oui. Le montage, le gros plan sur les yeux de Sally qui perd... Toutes les choses qui coulent parce que la peur, tout est magnifique, justement. C'est parce que ça montre la peur, ça te parle. Nobbins a l'idée de faire participer Papy. En voyant que Sally panique encore plus, le bonhomme Drayton tente de le rassurer en lui disant que Papy est le meilleur pour tuer. Il précise qu'un jour, il a tué 60 bêtes en 5 minutes. Sauf que là, il parle d'une époque très lointaine. Le réflexe d'antan, le Papy. Il arrive même pas à tenir le marteau. On le lui donne et il n'arrête pas de l'échapper. Alors, évidemment, il arrive encore moins à viser le crâne de la pauvre Sally, qui est accroupie au-dessus de la chaudière. Après de très nombreuses tentatives, aidée par Leatherface, Sally saigne, mais elle est encore bien vivante. Assez, en tout cas, pour réussir à se libérer et à se jeter à nouveau à travers une fenêtre et s'enfuir de cette maison de fous. Elle est poursuivie par Nobbins qui court tout en lui tailladant gaiement le dos, avec son fameux rasoir. Oui. Et loin derrière, le gros Leatherface avec sa tronçonneuse. Alors elle finit par arriver sur la route. Nobbins, qui continue à lui taillader le dos, ne remarque même pas qu'il y a un camion qui lui fonce dessus. Et il lui passe carrément sur le corps. Le gros camionneur s'arrête sur le bord de la route et descend de son véhicule pour venir en aide à Sally. Les deux tentent d'échapper à Leatherface qui les poursuit. Puis le camionneur se retourne et lance vers Leatherface son outil, une grosse clé à molette qui l'atteint en plein dans le front et le fait tomber. Leatherface se blesse ensuite lui-même avec sa propre tronçonneuse. Pendant ce temps, un pick-up bleu s'amène. Sally fonce vers le véhicule et grimpe à l'arrière, en échappant de justesse à Leatherface, qui se met alors à danser de rage et de frustration. Alors le film se termine avec Sally qui rit comme une débante. Et sur la danse culte de Leatherface. Oui. Sous le soleil levant. C'est de toute beauté. Alors voilà. Leatherface porte 3 différents masques dans ce premier film. Il y a le Killing Mask, celui-là. Aussi le Old Lady Mask, celui qu'il porte quand il est à la cuisine et qu'il joue le rôle de la mère au foyer. Ah oui. Puis il y a le Pretty Woman Mask. Tellement pretty. Woo! Alors, Gunnar Hansen livre dans ce film une performance incroyable. Ce Leatherface parvient à être tantôt menaçant et tantôt touchant et sympathique. Ce qu'aucun des autres acteurs ne réussira par la suite. Non. Alors, je donne évidemment à ce Leatherface un gros 10 sur 10. Yes. Moi aussi, 10 sur 10. Yes! La Final Girl, Sally Hardesty, est tout simplement troublante de réalisme. On craint pour elle, on souffre avec elle, on s'identifie tellement à son personnage qu'on a l'impression de devenir fou en même temps qu'elle. Oui. Ben oui. C'est la performance la plus convaincante du cinéma d'horreur. Et je donne, évidemment, à Sally Hardesty la note de 10 sur 10. Moi aussi, 10 sur 10. Yes! C'est maintenant bien connu que le tournage de ce film a été un véritable enfer pour tous les acteurs et les techniciens impliqués. En plein milieu du mois de juillet, le tournage a duré 32 jours, 7 jours par semaine et de 12 à 16 heures par jour, sans aucune journée off. Il faisait environ 50 degrés Celsius à l'intérieur de la maison. De vraies carcasses d'animaux morts pourrissaient aussi et empestaient. À un moment, les acteurs étaient physiquement malades. Gunnar Hansen, qui interprète Leatherface, a sué dans son costume et son masque durant 1 mois. Tabarnak.
Il n'avait aucun costume de rechange et Hooper refusait de prendre le risque de laver son costume parce que ils avaient peur de le perdre ou que la couleur change. Tous les acteurs se sont réellement blessés, tous, à un moment ou à un autre. Surtout Marilyn Burns. La scène où Sally se fait couper et sucer le doigt par le grand-père après beaucoup de prises ratées. Gunnar Hansen était tellement exaspéré qu'il a, sans prévenir personne, vraiment coupé le doigt de l'actrice et l'a mis dans la bouche du grand-père qui l'a sucé. Miam. On a décidé de frapper l'actrice pour Non, vrai. il frappe pour vrai, c'est correct ici. Elle a perdu connaissance pour vrai. Edwin Neal, l'acteur qui incarne Nobbins ou l'autostoppeur, a servi dans la guerre du Vietnam et malgré tout, il a dit que c'est ce tournage qui est de loin la pire expérience de toute sa vie. Il était tellement en colère contre Tobe Hooper qu'il a mis 10 ans avant d'accepter de le revoir. Oh my god. Ce film est un monument de l'horreur, un vrai classique, efficace dans sa simplicité et son côté brut. Ben oui. C'est un film sale, glauque et malsain. C'est pas seulement un film de peur, c'est aussi un drame social. Ce film dénonce les dérives du système américain qui, avec l'industrialisation du marché de la viande, a causé la ruine de centaines de bouchers et d'ouvriers qui bossaient dans les abattoirs locaux parce qu'ils ne pouvaient pas concurrencer avec les nouvelles technologies des abattoirs modernes. Bien sûr, je donne à ce film un 10 sur 10. Ben oui. Moi aussi 10 sur 10. Il faut souffrir pour un bon film, hein? Comme on faut souffrir pour une bonne vidéo. 12 ans après... Ah, Encore, hein? ouais, si tu y vas... Oui, je m'en vais, là. Mais moi, je suis pas mourir comme toi, là. Moi, je vais... Ah, ça va, putain. T'es où, Chris, de toi? Désolé pour cette interruption. Hey, mais... Ce serait pas le Putain, temps... là, il va fermer sa gueule. Ce serait pas le temps de le mettre dans le four tout de suite? Ben oui. Non? Non, non, Ok, non, pas encore. OK. Alors, 12 ans après l'original, la Canon produit une suite au classique très simplement intitulé The Texas Chainsaw Massacre 2. Cette fois, le scénario est signé Lewis Myler Carson, mais le film est encore une fois réalisé par Tobe Hooper. Nous voyons deux universitaires déjantés rouler à pleine vitesse sur une autoroute du Texas. À un moment donné, ils foncent vers un pick-up vers forêt, le forçant à dévier sur le fossé juste pour s'amuser. Plus tard, une fois la nuit tombée, alors qu'ils sont complètement sous, ils décident de téléphoner à Stretch, une DJ populaire de la station de radio locale. Au même moment, ils croisent à nouveau le pick-up qui cette fois les attend. Alors le pick-up roule à reculons à côté de leur voiture. Les deux jeunes cons commencent à paniquer quand ce qui semble être un cadavre en décomposition tenant une tronçonneuse se montre à l'arrière du pick-up et commence à danser, puis en commençant à tronçonner le toit de leur voiture. Il s'agit en fait de Leatherface qui s'est attaché un cadavre sur lui pour pouvoir le faire bouger comme une marionnette. Ce cadavre, on remarquera qu'il a une tache de naissance. C'est Nobbins. C'est le Non! cadavre de son frère. Oh my god. Leatherface commence à scier la portière du conducteur, puis la tête du conducteur. L'autre imbécile hurle comme un con pendant que la tête de son ami s'ouvre en deux et que le sang gicle comme une fontaine. C'est de toute beauté. Les deux morons étaient toujours au téléphone avec Stretch. Et tout le son de l'événement a été enregistré par la station de radio. Nous voyons ensuite l'épave de la Mercedes des Yuppies sous le pont et un Texas Ranger du nom de lieutenant Lefty Enright examine le lieu du crash et semble rechercher des indices. Lefty est l'oncle de Sally et de Franklin. Depuis 14 ans, il recherche ceux qui ont tué ses neveux pour se venger. Oui, depuis 14 ans, même si seulement 12 ans séparent le film de l'original. Après avoir vu Lefty dire à la télé qu'il recherchait des témoins, Stretch, la DJ, se rend dans la chambre d'hôtel où réside Lefty avec la cassette contenant l'enregistrement du meurtre. Stretch lui dit
qu'elle anime une station de radio et qu'elle peut lui donner du temps d'antenne, l'interviewer et l'aider à trouver des témoins. Elle lui explique aussi qu'avec cet enregistrement, elle va pouvoir arrêter d'être seulement DJ et qu'elle va pouvoir enfin réaliser son rêve, celui de devenir un reporter. Le lieutenant refuse son aide en lui disant qu'il ne veut personne dans ses pattes. Lefty la fout gentiment à la porte de sa chambre. Déçu, Stretch rejoint son collègue, LG, à un restaurant. LG aimerait bien se rapprocher de Stretch, mais celle-ci n'est visiblement pas attirée par lui. Mais elle l'apprécie en tant que collègue et ami. En l'attendant, LG s'est construit une cabane avec ses frites. Ah On bon? passe le temps comme on peut. Une bonne femme prend alors le micro dans le restaurant et annonce aux clients que le gagnant du concours du meilleur chili con carne est, comme toutes les autres années depuis très longtemps, Drayton Sawyer. Le même bonhomme du premier. Maintenant, on sait qu'il s'appelle Drayton et que le nom de la famille est Sawyer, c'est-à-dire scieur. Un nom prédestiné. Ah, tabarnak. Quand l'animatrice lui demande son secret pour faire un aussi bon chili, Drayton lui répond que tout est dans la viande. Lefty se rend ensuite à la station de radio de Stretch pour lui dire à elle de passer son enregistrement en ondes à toutes les heures parce que la police refuse d'admettre que toutes ces morts qui surviennent sont des meurtres et préfère penser que ce ne sont que des accidents. Lefty pense que si elle passe cette horrible bande son à toutes les heures en précisant bien que c'est une demande spéciale de la part de Lefty, la police va vouloir le faire taire et acceptera peut-être enfin de l'écouter. Stretch s'exécute et passe l'enregistrement en ondes, malgré le désaccord de LG. Pendant ce temps, Drayton, qui revient du resto au volant de sa bagnole, reçoit un appel de l'un de ses frères qui lui dit de syntoniser la chaîne de Stretch pour entendre le son du meurtre. Drayton, en écoutant le massacre, se met à rire et à se plaindre en même temps parce qu'il n'est pas content. De retour à la station, LG quitte l'endroit en invitant Stretch à manger avec lui, mais elle refuse poliment. LG s'en va en bougonnant. C'est alors que Stretch reçoit un coup de fil silencieux. Perplexe, Stretch raccroche, puis entend du bruit. Elle se rend dans une pièce qui ressemble à un salon et se retrouve face à face avec un mec à la tronche de cauchemar qui délire tout en faisant chauffer une tige de métal et en se grattant le crâne. Stretch essaie de le foutre gentiment à la porte, mais le gars, il s'en va pas. Au lieu de ça, il lui parle de l'enregistrement du meurtre. Il lui demande si elle voudrait bien la passer pour lui. Soudain, Leatherface fait brusquement son entrée, mais au lieu de tronçonner Stretch, il manque son coup. Et la lame de sa tronçonneuse atteint le crâne de son frère, qui perd sa perruque, révélant une plaque en métal. Le plaqué, dont le surnom est Chop Top, crie à Leatherface que c'est à la fille qui doit s'en prendre, pas à lui. Puis il marmonne tout seul, et dans son marmonnement, on apprend que c'est au Vietnam qu'il a été blessé au crâne et qu'on lui a posé cette plaque en métal pour remplacer une partie de son crâne endommagé. C'était donc cette plaque de métal qui n'arrête pas de gratter avec sa tige chauffée et d'arracher des morceaux de peau pour les bouffer. Mais je pense que c'est pas juste le crâne qui était endommagé. Hein. Probablement son cerveau là, fini. Ben, Plus moi, je me rien. demande comment se fait qu'il ait été accepté dans l'armée. Hein? Il y avait déjà, je pense, des problèmes comme tous les membres de la famille Sawyer. Ben écoute, on a besoin de quelqu'un qui est en première ligne, qui meurt en première justement. On remarquera sur le visage de Chop Top qu'il a la même tache de vin que son frère, mais de l'autre côté. C'était des frères jumeaux. Ah bon? Stretch s'est enfermé dans une autre pièce, empêchant Leatherface de la tuer. Pendant ce temps, LG revient avec 2 verres de boisson et aperçoit l'intrus, Chop Top. Il n'a pas le temps de réagir parce que Leatherface arrive derrière lui et le fait tomber de l'escalier. Chop Top commence à lui marteler brutalement le crâne avec un marteau. Leatherface retourne vers la pièce où Stretch s'est enfermé et démolit la porte avec sa tronçonneuse pour entrer. Mais au lieu de la buter, Leatherface préfère la mouiller. Chop Top continue de massacrer le pauvre LG avec son marteau.
C'est alors que se passe un truc vraiment chelou entre Leatherface et Stretch. Stretch décide de jouer la carte de la séduction pour gagner du temps dans la scène la plus bizarre de la franchise. Leatherface semble alors en conflit avec lui-même. Séduit par Stretch, il était capable de la tuer. Il s'en prend plutôt au décor de la pièce qu'il démolit avec sa tronçonneuse en s'agitant comme un dément, soit par colère, soit pour faire croire à Chop Top qu'il est en train de massacrer Stretch. Il sort de la pièce pour retrouver Chop Top, qui pense naturellement qu'il a bien tué Stretch. Mais il ne se donne pas la peine d'aller vérifier. Chop Top montre plutôt à Boba, oui, c'est le nom de Leatherface, mais curieusement en français, il s'appelle Boobka. Ne demandez-moi pas pourquoi, je ne comprends pas. Il lui montre le corps de LG en disant qu'ils ont un gros beef en prime. Il demande de l'aider à amener le corps à leur pick-up. Stretch sort prudemment de la pièce, puis voit que le pick-up s'en va. Déconcertée par l'absence de Lefty qui était censé revenir la rejoindre plus tôt, elle ne veut pas les laisser fuir et décide, c'est une très mauvaise décision, de les suivre au volant de son véhicule à elle. Elle les suit jusqu'à un endroit étrange qui semble être un ancien parc d'attractions abandonné. Elle gare sa voiture et pénètre dans le territoire à pied. Soudain, elle est poursuivie par une autre voiture. Elle s'enfuit, mais son poursuivant est en fait Lefty, qui sort de son véhicule. Au moment où elle réalise que c'est Lefty, Stretch passe soudainement au travers du plancher. Stretch s'agrippe avec peine au bord du trou. Lefty s'avance. Quand Stretch lui demande où il était passé, Lefty lui répond qu'il devait se servir d'elle comme appât. Wow! Ah bon? Quel homme héroïque, hein? C'est un trou de cul, ce personnage. Mais oui. Pour l'aider, Lefty lui tend un bras de squelette. Bon, évidemment, les os se brisent instantanément et Stretch tombe dans le trou. Lefty pénètre à son tour dans le domaine souterrain en utilisant une autre entrée et il commence à tout démolir en sciant les poutres l'une après l'autre, en citant la Bible et en hurlant comme un débile. Il n'est pas bien ce personnage de Lefty. Non. Pendant ce temps, Stretch regarde Leatherface écorcher LG en se planquant dans un coin. Mais comme une grosse conne, elle tente de se relever et fait tomber un truc qui fait un bruit d'enfer qui résonne dans toute la place. Leatherface la trouve, évidemment, et crie de surprise. Mais Stretch l'implore de ne pas lui faire de mal. Ses frères s'amènent, mais pour faire diversion. Leatherface leur montre le visage de LG qu'il vient de découper. Il parvient à cacher Stretch jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Ensuite, Stretch demande à Leatherface de l'aider à sortir de cet endroit au plus crisse, mais Leatherface lui met la peau du visage de LG sur son visage à elle, puis il met le chapeau de cowboy de LG. Ensuite, il entraîne sa fiancée dans une danse grotesque et macabre. C'est une scène spéciale, c'est creepy, c'est dérangeant et c'est drôle en même temps. Après quoi, il attache Stretch pour qu'elle ne puisse pas se sauver et retourne rejoindre sa famille. Ouais. C'est alors que LG revient à lui. Mais oui, il n'est pas mort. Le gars, il a reçu une centaine de coups de marteau sur le crâne et il n'y a plus de peau. Mais il est toujours vivant. Du moins, assez longtemps pour détacher Stretch, après quoi il s'écroule à bout de force par terre. Stretch lui redonne son visage et lui dit « I love you ». Mais il est trop tard, ma crise de folle! Il a passé sa vie à essayer de te séduire, tu l'as repoussé, puis là, il est mourant, puis c'est le temps qu'elle dise « I love you ». Alors Stretch tente de trouver une sortie et de se faufiler, pendant que Drayton se lamente et que Chop Top saute partout et danse avec le cadavre de son défunt frère comme un débile mental. Lefty, lui, continue de démolir la cave. Et quand il atteint un fil électrique avec la lame de sa tronçonneuse, les flamèches font sursauter Stretch.
Eh oui, qui laisse s'échapper un cri en révélant sa présence à tous. Pendant ce temps, Lefty se retrouve face à face avec le squelette de son neveu, Franklin, dans son fauteuil roulant. Il tient toujours sa flashlight, sa lampe torche, qui marche encore. Il lui dit de ne pas pleurer parce que maintenant il est là. Stretch, qui tente toujours de sortir, se retrouve quant à elle face à face avec Boba, qui semble prêt à la tronçonner cette fois. Mais quand elle pleure, une fois encore, il s'arrête. Il n'est pas capable de la tuer. Cette fois, ses frères arrivent et la voient avant qu'il n'ait le temps de la cacher. Oups! Drayton ne comprend pas ce qui se passe. Chop Top explique que c'est la DJ. Drayton dit qu'il croyait que Leatherface l'avait tué déjà. Stretch supplie une fois de plus Boba de l'aider, mais Drayton lui dit de finir de faire ce qu'il devait faire. Il lui dit de la tuer maintenant. Finish her now. Là, on peut voir le pauvre Leatherface avec un gros conflit intérieur. Il ne veut pas qu'on fasse du mal à sa nouvelle copine, mais il est bien sûr complètement incapable de tenir tête à ses frères. Drayton retire la tronçonneuse des mains de Boba et lui dit qu'il doit choisir entre le sexe et la scie. Que le sexe, on ne sait pas ce que c'est le sexe, mais que la scie, c'est la famille. The saw is family. Drayton va chercher grand-père. Il est encore vivant. Je pense pas, moi. Chop Top ramasse un gros os par terre et assomme Stretch avec. Et là, bien sûr, on a droit à une recréation de la fameuse scène du dîner de famille. Stretch reprend connaissance, attaché sur un trône décoré d'os, près d'une table, pendant que Chop Top et Boba amènent le grand-père sur son fauteuil roulant, pareil comme dans l'original. Drayton dit à Stretch que son grand-père a maintenant 137 ans. Comme la reine Elisabeth. Drayton demande ensuite à Boba d'approcher Stretch de Papy pour qu'il puisse l'abattre avec son marteau. Boba essaie de lui résister, mais Drayton s'énerve et il lui crie de l'amener tout de suite. À contre-cœur, Boba la câline en tentant de la consoler et il lui donne même un baiser. Il finit quand même par l'amener près de Papy. Et là, exactement comme dans l'original, Chop Top et Drayton donnent le marteau à Papy qui n'arrête pas de le laisser tomber, tandis que Boba retient la tête au-dessus du seau, la tête de Stretch. Après une bonne dizaine de tentatives, Papy réussit enfin à frapper la tête de Stretch, mais le coup n'est pas assez fort pour l'assommer. Drayton prend le marteau et lui donne un coup plus fort. Stretch arrête de gigoter, la tête dans le seau, et c'est à ce moment que Lefty arrive enfin. Il n'aurait pas pu arriver quelques secondes ou même quelques minutes plus tôt. Il était trop occupé à détruire les poutres qui retiennent le toit. C'est une caffe. Stretch reprend connaissance et voit Lefty qui tronçonne le cul de Drayton, quintoué. Yes. Il libère Stretch et lui dit de courir. Pendant ce temps, Drayton, le cul en sang, se cache sous la table pour crever. Et Leatherface décroche une tronçonneuse et commence un combat épique de Chainsaw. Après quelques entrechoquements de lames qui rappellent plus ou moins un combat à l'épée, Lefty empale Leatherface avec sa tronçonneuse, tandis que Drayton, qui se vide de son sang, comprend que c'est la fin pour lui et pour sa famille. Il saisit le cadavre de Nobbins, qui est attablé, pour s'emparer de sa grenade et la découpille, pendant que Papy essaie d'assommer Lefty en lui lançant son marteau, mais il rate complètement son coup. Mais c'est sûr, il a raté déjà dans la première, non? Il tombe sur le dos, puis son marteau atteint le crâne de Leatherface. Alors, Leatherface tombe sur la table, qui s'enfonce sur le crâne de Drayton et qui fait tomber, évidemment, la grenade qui explose et tue tout le monde, excepté Stretch et Chop Top, qui sortent de la cave en grimpant le long d'une échelle. Stretch essaie d'échapper à Chop Top qui la lacère à coups de rasoir, exactement comme son frère faisait à Sally dans le premier film, en tentant de monter au sommet de la tour de pierre qui surplombe le parc d'amusement. Stretch se défend plutôt bien, mais le fils de pute est tenace et il s'accroche. Arrivé au sommet, le dos en sang, Stretch pénètre à l'intérieur de la tour et rencontre la grand-mère Sawyer. C'est la première fois qu'on la voit, celle-là. Elle est momifiée et elle a une tronçonneuse dans les mains.
Alors que Chop Top pénètre à son tour à l'intérieur, Stretch retire la chainsaw de la momie et essaie de la démarrer pendant que Chop Top, il lui fait une bonne vingtaine de coupures de plus dans son dos. Puis, miracle, la chainsaw redémarre. Mhm. Elle fonctionne encore. Oui. Décidément, le matériel dans ce film est surprenant. Mhm. Ben, c'est pas fait par Chinois, hein? Évidemment. Stretch ouvre le ventre de Chop Top qui dégringole ensuite de la tour. Et il tombe dans un trou et on ne le revoit plus. Le film se termine sur Stretch qui a pété les plombs, comme Sally avant elle, et qui fait une sorte de danse avec la chainsaw, comme Leatherface, mais en beaucoup moins réussi. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette suite. Bon, hurrah! Yes! Leatherface. Dans cette suite, Leatherface est une caricature du Leatherface original. Il est encore plus confus et effrayé que dans le premier film. Bill Johnson livre une excellente performance, à mon avis, dans le ton voulu du film. Aussi, il ne porte qu'un seul masque. Mhm. Je l'aime beaucoup, son masque. Il fait très patchwork, comme le monstre de Frankenstein. Je trouve ce Leatherface très drôle. Le problème, c'est qu'ici, il n'est jamais vraiment menaçant. Et c'est un gros problème. Oui. Donc, je lui donne un 7.2 sur 10. Quoi? Oh my god, moi c'est comme 3.5, désolé. Moi j'aime vraiment pas. Elle aime pas. Non. La Final Girl Stretch. C'est une femme forte, ambitieuse et fonceuse, plus badass que le personnage de Sally. Hein? Assez bien interprétée par l'actrice Caroline Williams, en général assez convaincante. Mais si on la compare à l'incroyable Marilyn Burns, elle n'est clairement pas de la même trempe. Pas du tout. Non. Stretch m'inspire beaucoup moins de sympathie que Sally. Peut-être parce qu'elle est trop audacieuse, elle prend trop de risques parce qu'elle veut être reporter, elle prend des décisions débiles et elle court un peu après ce qui va lui arriver. Mais malgré tout, sa vivacité, sa force de caractère, son énergie, son étonnante capacité à riposter, la maîtrise de soi face à Leatherface, tous ces éléments font que je lui donne quand même un 7.5 sur 10. Pas plus que 5, désolé. Coudonc. Elle aime pas. J'aime pas. Alors le film. Comme j'ai dit plus tôt, cette suite marque un changement de ton brutal, hein, extrême par rapport à l'original. On part d'un film d'horreur réaliste vers un délire complètement fou, disjoncté, un cartoon, mais en même temps beaucoup plus gore. Et à sa façon, presque aussi dérangeant que l'original, mais d'une autre façon. En tant que comédie d'horreur ben dark, weird et tordue, j'apprécie énormément ce film. Mais en tant que suite à l'un des films d'horreur les plus effrayants du cinéma, cette différence de ton est déroutante. En considérant tout ça, mais en tenant compte du plaisir malsain que le film me procure malgré tout, je lui donne 7.7 sur 10. My goodness, moi je donne 4 là. Moi j'ai regardé ce film, un jour après j'ai oublié. Je déteste tout, il m'énerve, tabarnak! Esti, 4 et fuck you. Essayez de me dire que j'ai pas de raison, esti. Vous avez touché dans ma cousine, tabarnak! Esti. Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre 3. Comme la tradition l'exige, ce troisième opus débute lui aussi avec un texte qui défile à l'écran. Ce texte nous apprend que la pauvre Sally Hardesty est décédée finalement en 1977 dans une clinique de soins privés. On apprend également qu'un seul membre de la famille de cannibales, décrite par Sally avant sa catatonie, a vécu suffisamment longtemps pour subir un procès. Le procureur a enregistré sa déposition sous le nom de W.E. Sawyer. Il a été exécuté dans une chambre à gaz en 1981. Les jurés ont conclu que Leatherface, le tueur au masque de chair,
devait être en réalité une personnalité alternative de l'accusé Sawyer qui prenait vie chaque fois qu'il enfilait l'un de ses masques. Si la... Je vais te juste couper, on va mettre dans le feu. Les Je pense que c'est le fatigants, temps. ouais, je pense que... Je pense que c'est le temps. Ouais. Nous voyons ensuite un jeune couple en difficulté formé par Ryan et Michelle qui essaient d'oublier leurs problèmes en effectuant un road trip à travers le Texas pour se rendre ensemble en Floride parce que Michelle doit livrer la voiture à son père. Leur désagréable voyage se retrouve ralenti par un embouteillage causé par la découverte de 60 ou 70 cadavres sous un terrain vague longeant l'autoroute. Parmi les journalistes couvrant l'événement, on peut reconnaître Stretch. Ah bon? C'est juste un caméo, elle ne parle pas. Alors donc, notre couple écrase accidentellement un tatou, histoire de faire un clin d'œil inutile au premier film. C'est ça. On remarque alors que Michel essaie de l'achever et que le tatou porte une boucle d'oreille. Bizarre. Ils font ensuite un arrêt pour pisser à la station de la dernière chance appartenant à un certain Alfredo, juste après qu'un étranger qui porte un chapeau de cow-boy débarque lui aussi à la même station-service en remerciant le conducteur du véhicule qui l'a pris en stop. Pendant que Ryan se soulage la vessie, Michel se fait harceler par Alfredo. Quand Michel lui dit de se contenter de lui faire le plein, Alfredo paraît vexé. Et il pénètre le réservoir de la voiture avec le pistolet comme s'il la pénétrait elle. Quand le beau cowboy autostoppeur s'amène pour prendre la défense de la belle jeune femme en forçant Alfredo à calmer ses ardeurs. Une fois qu'Alfredo s'est éloigné pour aller bouder, le cowboy se présente en leur disant qu'il s'appelle Tex. Tex conseille Ryan de suivre une autre route supposément plus rapide que la nationale pour se rendre à Houston. Puis il tente de convaincre Ryan de le déposer à Rosedale, le quartier voisin. Mais Ryan refuse. Tex décide alors d'entrer dans la station-service histoire de voir ce que fabrique Alfredo et il surprend celui-ci en train de reluquer Michel aux toilettes par un trou dans le mur. Tex tasse le voyeur et le fout dehors de son propre commerce en l'engueulant. Mais Alfredo se fâche. Il prend un fusil et met en joue Michel qui s'enfuit avec Ryan, encouragé par Tex qui leur dit de foncer. Alfredo tire dans leur direction, brisant leur vitre arrière. Puis Ryan croit voir Alfredo tourner son arme vers Tex et lui tirer dessus. Ryan dit à Michel de prendre la route secondaire conseillée par Tex. Il est malade ou quoi? Un camion qui était garé dans le garage d'Alfredo se lance à leur poursuite. Le couple panique et s'engueule tout en roulant plein gaz. Leur voiture passe sur une bande cloutée. Le camion les pourchasse, puis les dépasse et le conducteur leur lance un coyote mort sur leur pare-brise. En descendant de leur voiture, le couple réalise qu'ils ont crevé un pneu. Pendant que Ryan commence à changer la roue, quelqu'un, dont la jambe est dans une espèce de genouillère de métal, s'avance vers eux. C'est Leatherface et il met en marche sa tronçonneuse. Le couple réussit à démarrer la voiture et à s'enfuir après avoir foncé sur Leatherface et laisse celui-ci avec dans ses mains le coffre arrière de leur voiture. Ça lui fera un souvenir. Le couple roule un petit moment. Puis Ryan dit à Michelle qu'elle doit arrêter la voiture parce qu'il n'a pas eu le temps de fixer correctement les boulons de la roue et que s'il ne le fait pas maintenant, il risque de perdre la roue et d'avoir un accident. Juste comme elle était sur le point de ranger leur véhicule sur le côté de la route, un autre véhicule s'approche d'eux et au même moment, Tex, qui a l'air blessé, il surgit de nulle part. Il se plante juste devant le véhicule de Michel et Ryan, provoquant un double accident qui propulse les deux véhicules dans le fossé. Le conducteur de l'autre véhicule se nomme Benny. C'est un survivaliste. Voyant que le couple s'est blessé dans l'accident, Benny leur donne des médicaments antidouleurs.
Ryan lui dit que lui et Michel sont traqués par des tueurs sanguinaires dont l'un les a attaqués avec une tronçonneuse. Ryan et Michel se sentent soudain très somnolents. Benny explique que ces comprimés peuvent parfois faire dormir. Ryan et Michel tombent déjà endormis et Benny part donc seul à la recherche de Tex. Il trouve des fusées de détresse déposées sur la route, ce qui le mène à un autre redneck qui a un crochet à la place d'une main et qui est surnommé Tinker. Ce qu'on remarque en plus de son crochet, c'est qu'il porte une boucle d'oreille semblable à celle fixée à l'oreille du tatou que le couple a écrasé. Ah bon? Bizarre, n'est-ce pas? Benny lui explique qu'il a eu un accident et il y a des blessés. L'étranger lui dit qu'il est déjà au courant et que c'est pour ça qu'il a sorti ses fusées de détresse. L'étranger monte dans son camion, le même camion qui pourchassait le jeune couple depuis la station-service. Et il attend que Benny monte aussi, mais celui-ci aperçoit une tronçonneuse à l'arrière du camion et il comprend que Tinker n'a probablement pas l'intention de les aider. Non. Il dit à l'étranger qu'il a oublié quelque chose et qu'il doit aller le chercher à son véhicule. Pendant que le redneck s'impatiente, Benny fouille dans un de ses sacs pour prendre son arme et cherche les munitions pour le charger. Il prend une éternité à charger son arme. Puis le redneck décide de foncer sur lui avec son camion. Benny parvient à éviter le camion de justesse et le redneck fonce sur le véhicule de Benny. Tout de suite après, Leatherface sort de nulle part et attaque Benny avec sa tronçonneuse. Mais le survivaliste est bien entraîné. Benny réussit à désarmer Leatherface d'un coup de pied, et il se jette sur lui. Mais Leatherface sort un cutter électrique à lame rotative et lui entaille la jambe pour qu'il relâche sa prise. Alors Leatherface reprend sa chainsaw et s'apprête à tronçonner Benny, mais au même instant, une jeune fille fait diversion en lui criant que c'est elle qu'il veut, pas lui. Leatherface donne un coup de pied à Benny et il se dirige vers la jeune fille, qui est la même jeune fille qu'on a vue pendant la séquence du générique d'ouverture. La jeune fille parvient à semer Leatherface. Benny la retrouve et lui demande ce qu'elle fait toute seule dans les bois. Puis, il se rend compte qu'elle est gravement blessée. Elle lui raconte que toute sa famille a été tuée et qu'elle essaie de sortir de la forêt depuis une semaine. Mais que Leatherface et sa famille de tueurs fous la guettent et la traquent constamment. Pendant ce temps, Michel et Ryan se réveillent. Déjà. C'est un médicament qui agit rapidement, mais pas longtemps. Benny les entend crier son nom. Il dit à la pauvre jeune fille qu'il doit aller les retrouver. Il offre à la jeune fille de le suivre, mais celle-ci décline son offre. Elle préfère rester accoter à son arbre et fumer tranquillement un cigare. 1 minute après son départ, elle se fait décapiter par Leatherface et sa tronçonneuse. Benny évite avec adresse des pièges mortels tendus dans la forêt, probablement par la famille Sawyer. Ryan se prend le pied dans un piège à ours et se fait lui aussi massacrer par la tronçonneuse de Leatherface. Michel trouve une grande maison isolée au milieu des bois. Et bien sûr, elle se précipite à l'intérieur. À l'étage, elle aperçoit une petite fille qui tient une étrange poupée. Alors, la petite fille l'attire dans une pièce dont le sol est jonché d'ossements. Et elle fait semblant de pleurer. Et en s'approchant, Michel se rend compte que l'étrange poupée de la petite fille est en fait le squelette d'un très jeune enfant. La charmante petite fille lui plante ensuite un os pointu dans la jambe. Choqué, Michel se relève et recule de quelques pas pour se retrouver dans les bras de Tex. Et que le monde est petit. Mais oui. Quelle surprise! On ne s'attendait pas à ce qu'il soit méchant. N'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Il est bon, c'est une belle gueule. OK? Alors, pas possible, là. Tex cloue les mains de Michel. Il l'attache pas, il cloue les mains à la chaise sur laquelle elle est assise. C'est alors qu'on voit Papy qui est encore là. Papy, mais cette non. fois, il est mort, je pense. Mais Cette oui, fois. mais oui, mais oui. Pourtant, il y a du sang qui coule de sa bouche. Ça veut dire qu'il continue de le nourrir.
Il y a aussi une bonne femme en fauteuil roulant qui parle par un larynx électronique. Alors Tinker entre à son tour dans la maison en transportant Ryan qui n'est pas tout à fait mort. Alors Tex et Tinker suspendent Ryan en transperçant ses chevilles sur des crochets à viande. Leatherface, qui est enfin revenu de la forêt, place gentiment des écouteurs d'un baladeur, d'un Walkman, sur les oreilles de Michel. Mais l'ingrate lui grogne dessus. Leatherface semble vexé. Mais avant qu'il ait le temps de réagir, Tex et Tinker lui font une surprise. Ils donnent à Leatherface une méga tronçonneuse avec une lame en or sur laquelle est gravé « Saw is family ». C'est la réplique de Drayton dans le 2. Oui. Mais Tinker n'est pas content de voir que Leatherface est revenu seul. En colère, il lui demande ce qu'il a fait de Benny. Pour toute réponse, Leatherface lui tend les écouteurs de son Walkman. Tinker, excédé, lui prend son baladeur et le lance dans le four. Dans le feu, oui. Cette fois, Leatherface se sent vraiment vexé. Il saisit Tinker par le cou, ouvre la porte du four qui est en feu et approche Tinker du four. Tinker tente d'utiliser son crochet pour récupérer l'appareil, mais Leatherface, ou Junior, comme l'appelle Mama Sawyer, lui immobilise rapidement ce bras, forçant Tinker à utiliser sa main valide. Tinker obtempère et plonge sa main dans les flammes pour récupérer le baladeur qu'il tend à Leatherface. L'appareil est foutu, mais Junior récupère quand même la cassette, toute carbonisée. Dehors, Benny rencontre Alfredo tout en le visant avec son arme et lui demande combien ils sont et qu'est-ce qu'ils font exactement avec tous ces pièges tendus dans la forêt. Alfredo lui dit que c'est la surprise et il lui crache dessus. Benny lui décroche un direct en pleine tronche, le faisant tomber dans le marécage. Benny le croit mort. Mon œil. Hein? Alors nous voyons ensuite Junior qui essaie d'apprendre le langage avec un jouet électronique pour jeunes enfants. C'est une scène intéressante, je trouve. L'appareil montre un clown et demande d'écrire ce que c'est. Il écrit « food ». Ah? C'est drôle parce que pour lui, tous les êtres humains en dehors de la famille, c'est de la nourriture. C'est bien. C'est tout ce qu'il sait de la vie, alors. Mais là, il comprend pas parce que la machine dit qu'il a tort et lui dit de recommencer. Mais il réécrit « food ». Il a raison, c'est food. Pendant ce temps-là, Tex surveille la cuisson du repas, comme nous en ce moment. Est-ce que ça va? Oui, ça va, besoin ça d'aller va. checker? Je regardais, ça va bien. Vêtu d'un tablier à dentelle. On peut penser que Tex assume le rôle, autrefois tenu, par Maman Sawyer avant qu'elle soit en chaise roulante. La petite fille insiste pour être celle qui met à mort le gibier, Ryan. Elle s'exécute simplement en tirant sur une ficelle, ce qui fait tomber une lourde masse sur sa tronche. Yay! Au moment où Junior démarre sa nouvelle tronçonneuse et s'approche de Michel, Benny surgit en ouvrant le feu sur toute la petite famille avec son semi-automatique. Galvanisé par l'ambiance, Michel trouve le courage de libérer ses mains. Tex l'attrape, mais elle poignarde Tex à l'épaule. Toujours à l'épaule, hein? Puis elle sort de la maison et s'enfuit avec Benny. La petite fille allume les puissants projecteurs installés devant la maison et Leatherface fonce sur Benny avec le camion. Comment ça fait qu'il sait conduire? Il sait pas parler, puis il sait conduire. Alors Benny crie à Michel de se cacher derrière les arbres. Benny essaie de viser Leatherface au travers du pare-brise, mais n'a plus le temps et se couche sur le dos pour passer sous le camion. Leatherface, qui le croit mort, sort de la cabine du camion, va à l'arrière du véhicule pour récupérer sa chainsaw. Il se dirige vers Michel. Benny sort de dessous le camion, mais il est aussitôt attaqué par Tex. Benny, en essayant de décapiter Tex, plante sa hache dans un bidon d'essence posé à l'arrière du camion. Le bidon se vide de son contenu qui tombe au sol. Benny lui demande « Qu'est-ce qu'ils ont tous? » Cette famille de cinglés. Tex lui répond qu'ils ont faim.
C'est simple de même. Ah oui, c'est... Les deux hommes continuent de lutter en se roulant dans l'essence qui s'échappe du bidon. Mhm. Tex récupère la hache et, comme il s'apprête à tuer Benny avec, il lui dit « C'est l'heure du dîner ». Mais Benny sort son briquet et il réplique « Le rôti est servi » avant d'allumer Tex couvert d'essence. Mhm. Puis évidemment, kaboum! Le camion explose. Michelle fait ce qu'elle peut pour échapper à Leatherface, mais manque de bol, elle se prend le pied dans l'un des nombreux pièges tendus par les Sawyer dans la forêt, juste avant que Bien Leatherface sûr. ne tronçonne Michelle étendue sur le dos et sans défense, Benny se lance sur lui. Les deux hommes se retrouvent dans l'étang. De même que la tronçonneuse, qui est toujours en marche. Les deux hommes luttent avec énergie, mais Leatherface est le plus fort, bien entendu, et il semble blesser sérieusement Benny en appuyant son corps contre la lame de sa super tronçonneuse. Mhm. Il n'a pas l'air bien, Benny. Leatherface jump ensuite hors de l'étang et attrape les jambes de Michel pour l'entraîner dans l'eau et la noyer, mais Michel attrape une grosse pierre et cogne de toutes ses forces à 11 reprises sur la tête de Leatherface, qui arrête finalement de bouger et s'enfonce dans l'étang. Alors qu'il fait brusquement jour, Michel se dirige vers le camion. On semble l'attaquer, mais c'est Benny qui ne semble plus du tout blessé. C'est magie, hein? Je ne comprends pas. On est dans Disneyland. Je ne comprends pas. Mhm. Benny aide Michel à monter dans le camion, mais il est soudain attaqué par un coup de massue donné par Alfredo. Encore bien vivant, lui aussi. Mais lui, on s'en doutait. Mhm. Alors qu'Alfredo tente de s'en prendre à Michel avec sa massue, celle-ci s'empare d'une carabine et le vise avec. Et elle Ah lui bon? tire dessus. Quintoué. Mhm. Le nouveau couple s'éloigne vers le soleil levant. Ignorant que Leatherface est toujours vivant, il s'amène derrière eux avec sa jambe en métal. Mhm. Le film se termine avec cette image. Et Leatherface démarre sa tronçonneuse, prêt à s'attaquer au prochain couple ou au prochain groupe de touristes égarés dans ce bled perdu au fin fond du Texas. Oui. Voilà. Alors Leatherface, ici surnommé Junior. Ce troisième Leatherface est interprété par l'ancien lutteur et prof de lutte Randall Allen Mihailov. Son masque est peut-être un peu moins marquant que les autres, mais il y a quand même quelque chose de dérangeant. Le film s'appelle Leatherface. Mhm. Malheureusement, je ne trouve pas du tout que Leatherface soit bien mis en vedette dans ce film. On le voit vraiment pas longtemps. Il tient moins de place que dans le deuxième film. Si. Mhm. Dans ce film, Leatherface est passé d'un personnage complexe quand même pour devenir un personnage de slasher Mhm. unidimensionnel. On ne voit plus le conflit intérieur qui semblait le torturer dans les deux premiers films. Non. Ses rares apparitions dans le film se limitent à des meurtres sanglants. La scène où Leatherface punit Tinker, je pense pas que la scène corresponde à la psychologie du personnage. Je pense pas que Leatherface soit capable de se rebeller, qu'il ait la capacité mentale pour s'opposer Mhm. à un membre de sa famille. Je pense que ça correspond pas au personnage. En résumé, ce Leatherface s'apparente beaucoup plus à un Jason Voorhees boiteux qu'au Leatherface d'origine. Je lui donne un faible 5 sur 10. Moi, je donne 4,5. Mhm. La Final Girl, Michelle, elle ne m'a pas impressionné du tout. Non. Le héros du film, c'est clairement Benny, hein? Badass, super cool. Son personnage passe la moitié du temps à se disputer avec son connard de partenaire, je parle de Michelle et Ryan, Mhm. pour lequel on n'a aucune sympathie, ni aucun intérêt. À la fin, quand Michelle se libère avec courage et qu'elle confronte Tex, elle défonce la gueule de Leatherface avec la pierre, ça rehausse un peu sa performance. Oui. Alors, j'apprécie le Final Fight. Alors, bref, pour cette Final Girl, je donne la note de 6 sur 10, pas plus. Oh my god, moi je donne 4,8 peut-être. C'est bon. Oui.
Ce troisième opus est écrit par un certain David J. Shaw, qui a quand même été co-scénariste du premier The Crow avec Brandon Lee. Excellent. Et le film est réalisé par Jeff Burr, un réalisateur de seconde zone spécialisé dans les suites. Le film s'appelle Leatherface. Il aurait dû s'appeler Tex. Viggo Mortensen vole la vedette. Carrément. Je dirais même que son personnage est plus intéressant que celui de Leatherface. Oui, oh que oui. La fin, carrément stupide. Tout le monde, censé être mort, revient à la vie. Benny se fait déchiqueter par la tronçonneuse de Leatherface, on le voit. Oui. Puis il revient à la vie, sans aucune blessure visible. No problemo. Leatherface se fait défoncer le crâne. On se voit avec une grosse pierre, mais il revient comme si de rien n'était. Le scénariste et réalisateur avait l'intention de faire mourir Leatherface pour de bon et sa famille dans cette deuxième suite. Et toute cette séquence finale aurait apparemment été tournée secrètement et ajoutée à la dernière minute au montage final à l'insu du réalisateur Ah bon? par la New Line pour faire en sorte qu'une suite soit possible. Par contre, j'ai vu la fin originale, disponible sur YouTube. Et je suis pas sûr de l'aimer plus que cette fin définitive. Alors donc, ma note. C'est pas le pire film de la franchise. Vous allez voir par la suite. Quoi, Mais- tu parles pas de mec qu'on a eu, hein? Wouh! Sexy ass! Mais on s'entend que c'est pas fort non plus. Hein? Ça le donne à ce film la note pas très forte de 6.5 sur 10. Et je suis généreux. Parce que j'ai quand même du plaisir à le regarder. Comme un gros slasher débile. Moi, c'est 5.2. That's it, that's all, motherfucker. Bon, ben... sur ça, je pense que ça doit être... Ouais, bon, ça là. sent, hein? Ça sent vraiment bon, là. Bon. C'est prêt? C'est prêt, ça sent mauditement Mais oui, bon. mais oui, mais oui. Ah, c'est notre repas des fêtes. Et c'est aussi pour célébrer nos 3 ans d'existence. de Ah, notre c'est chaîne. vrai! On n'en a pas 3 ans, parlé, yes! mais quand même, ça se célèbre. Puis 3 N'est-ce ans, pas? ça fait vraiment un bon repas, hein? Wouhou! Alors, quoi de mieux pour célébrer cet événement par notre spécialité culinaire, la tête fromagée. Yes! Miam, miam! Miam, on va miam, se miam, miam! régaler. Mais oui, c'est sûr! Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on a eu bien du fun, hein, je Mais pense. oui, mais oui, mais Puis oui. maintenant, ben, on va manger à votre santé et on va Ouais. célébrer. Puis bientôt, les 4, 5 et Oui. 6 Leatherface Bien avec sûr. McConaughey. Continuez de parler de notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un bon like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui. Puis partagez. Pouce bleu, partagez, abonnez, sinon vous finissez sur notre table. Ben nous, on vous dit à la prochaine et restez creepy. Restez creepy, motherfucker.